Philippe Robert, bonjour. Dans notre précédent échange, nous avions fait le constat des limites de l'armée française, et notamment de son état-major devenu israélien depuis. Au regard de votre généalogie paternelle, qui est exclusivement composée de militaires dont certains ont payé de leur vie la trahison du déclin français, vous disposez d'une légitimité indiscutable pour vous exprimer. Ultime acte génial pour faire payer sa banque populaire dans une fraîche publicité. Encore ce jour, au pôle, la France vient d'organiser le plus grand débarquement de tous les temps au Groenland. C'est dans la lumière sombre d'une quinzaine de pingouins dont les ombres révélaient la plus grande armée du monde, qu'elle n'a pas manqué de nous rappeler qu'elle posait ses faits sur un siège onusien jusqu'à rafler toutes les palmes d'or d'un film de boule de Noël dont l'action boursière grimpait jusqu'au sommet de sa tour Eiffel. Au loin, isolé sur une île de France, un jour de la Saint-Patrick, paré de sa fourrure plumée, le petit chat oiseau est là, en quête de chaleur humaine. Pupille dilatée par son excitation, mais aussi égaré dans sa nation, prêt à saisir chaque occasion de rejoindre le nid du grand aigle pour se blottir sous son aile protectrice. Groggy sur son arbre marron noir, l'homme français de souche se cherche un nom. Et si ce nom s'appelait François Asselineau, Philippe Robert? Bien, c'est une très bonne question, parce que je l'ai entendu s'exprimer il y a peu. Pour moi, c'est un homme de la France profonde, qui dit des choses justes, mais ça s'arrête là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je fais un parallèle entre lui et Jean Lassalle. Jean Lassalle qui est vraiment, alors là, la vraie France profonde, y compris l'accent du terroir. Et Jean Lassalle s'était présenté à la présidence de la République, comme je crois Asselineau en a un peu... C'est exact. Bon, mais je l'étais un peu désespéré, parce que pourquoi faire? Pour quoi dire? Pour apporter quoi? Le terroir, d'accord, le terroir, il faut le sauver, d'ailleurs dans l'état où il est, mais voilà, donc je fais le parallèle entre les deux, j'ai beaucoup de comment dirais-je, pas d'amitié, mais d'empathie, peut-être? Non, mais beaucoup de respect pour ces personnes, mais ça s'arrête là. Et alors, moi, je vais poser une question un peu taquine. Supposons que François Asselineau, alors qui est peut-être un peu plus large que Jean Lassalle. Jean Lassalle, je suis d'accord avec vous. Exact. Bon, c'était quand même limité à une image et presque à un secteur géographique. Asselineau, c'est quand même un peu plus vaste. Mais je vais être un peu taquin. Et si François Asselineau pouvait se transformer physiquement en Éric Zemmour, parce que vous savez qu'ils ont le même âge, à quelques mois près, et qu'il avait à ses côtés une Sarah Knafo. Qu'est-ce que vous en penseriez? Non, je ne vois pas la possibilité que ça fonctionne, mais enfin, comme je ne connais pas le problème dans son intimité, on va dire, voilà. Hein, je connais pas l'intimité de M. Asselineau sur le plan politique. Hein, je connais parfaitement celui de Sarah, pour qui j'ai beaucoup d'affection, même disons, parce que c'est un très grand esprit. Pour une femme, elle magnifie la féminité par son intelligence extraordinaire. Oui, c'est une femme elle aussi. est même parfois trop rapide. Mais pourtant vous êtes rapide aussi, ça devrait vous plaire. Oui. Non, là, franchement, je crois que on se trouve dans un cas avec Asselineau où c'est la France d'hier, quand même. Hein. C'est fini, ça. C'est l'image de la France d'hier pour vous, oui, c'est ça. Qui fut une grande France, puisque je remonte, moi, à la triple alliance de l'Antiquité, Athènes, Rome et Jérusalem. Ensuite, et c'est très important pour la France actuelle, la France de Clovis, qui est devenue la France avec Clovis, avec et ensuite la Renaissance italienne et le coup de génie entre la Renaissance italienne et la Renaissance française avec François Ier et Léonard de Vinci. Vous savez, et puis on passera au sujet suivant. Oui. François Asselineau, que j'ai découvert, un ami ingénieur qui m'en avait parlé, donc je m'y suis intéressé. Donc là, je suis d'accord. Si on n'a pas l'occasion de s'y intéresser, s'il n'y a pas d'ouverture, on ne sait pas qui il est, c'est une évidence. Alors juste une précision, c'est quelqu'un d'extrêmement érudit,
et qui s'avère, pour moi, assez intéressant. Bon, en revanche, son passé avec Pasqua me gêne beaucoup plus, parce que, bon, Pasqua, c'est aussi quelqu'un qui s'est construit un mythe, c'est quelqu'un qui faisait partie de ces hommes politiques qui donnaient des leçons sans respecter ses propres leçons. Je peux prendre un exemple très récent. Vous connaissez la ville de Neuilly-sur-Seine, puisque je crois que vous y avez vécu, moi aussi, puisque c'est là qu'on s'est rencontrés. Eh bien, Pasqua disait que on s'aperçoit qu'on n'est plus un homme politique, Premier ministre ou ministre, lorsqu'on n'a plus de chauffeur. Moi, personnellement, j'ai vu Pasqua avec un chauffeur jusqu'à la fin de sa vie. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Je donne cette... Et puis, c'est du vécu, donc là, c'est indiscutable. Alors, je mets de côté le Asselineau-Pasqua, mais pour le reste, il y a des choses, pour moi, qui me semblent intéressantes, donc peut-être à découvrir. Mais j'ai bien entendu votre préférence. Zemmour-Knafo, vous avez tout à fait... je vais vous dire, c'est pas tout à fait une préférence, c'est plutôt une constatation d'évidence. Oui, je suis d'accord avec vous, mais là où nous étions aussi d'accord sur le fait qu'aujourd'hui l'état-major français ne peut être et vivre que sous la tutelle de l'état-major israélien, et là je pense qu'on est tous d'accord, on le voit bien avec ce qui s'est passé au Groenland où ils envoient 15 pingouins, c'est ridicule. Oui. Imaginez que Donald Trump dans quelques semaines envoie 2000 militaires, on va passer encore pour des débiles. Non, oui, non mais ça, on va donc, pas passer, on va continuer à passer. On va continuer. Alors, vous allez comprendre à la prochaine question, vous allez voir pourquoi. Oui, voilà. Bon, c'était intéressant quand même d'aborder le sujet, puisqu'à un moment donné, il faudra bien qu'on essaie d'imaginer un Français à la tête de la France. Oui, évidemment. Absolument. Mais vous venez de dire, Philippe Robert, François Asselineau, c'est la France d'hier. Et juste après, vous avez ajouté que la France d'hier était la seule qui était grande. Vous avez même parlé de son passé, de Clovis. Cela signifie que François Asselineau représente une France qui est grande, mais qu'à vos yeux, celle-ci n'existe plus, ce qui est parfaitement logique puisqu'elle est devenue israélienne, à l'image de la belle Sarah Knafo, qui farandole de sa beauté sur les dance floors des palaces télévisuels parisiens, jusqu'à jouer les petites stars du 8e dans un bal de César sponsorisé par son plus proche compatriote, Vincent Bolloré. La France d'hier, celle de Clovis, son terroir est bien la grande France, sauf que devant elle danse la belle Sarah, l'israélienne qui divertit vos yeux et votre esprit. Absolument. Le sujet est ouvert et nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors, nous allons passer à la seconde question. Je crois que vous souhaitiez parler de Sébastien Lecornu, qui a fait un discours notamment, je crois, juste hier, me semble-t-il. Hein, c'était hier en fin d'après-midi, nous sommes le 17 aujourd'hui. Il a fait une déclaration hier, 45 minutes et quelques, pour dire quoi? Passons, pour l'instant. Lecornu est le 3e ou 4e Premier ministre de Macron. Il essaie désespérément de faire passer un budget pour la France 2026. Mais ce budget, il est construit non pas sur une ligne différente des dépenses, c'est-à-dire le contraire des dépenses, donc une ligne d'économie nécessaire, absolue, étant donné la situation du pays, mais adossée sur des ponctions, à nouveau des ponctions. Là il est encore pris en otage par les socialistes, hein, je crois. Hein, oui, bien entendu. Mais c'est pas une excuse, hein, parce que il se rend lui-même otage, hein, bien sûr. Je sais. Alors, ce que je voulais dire simplement, je ne vais pas entrer dans le détail de cette politique, parce je vous en prie, allez-y. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a mis une réminiscence qui me paraît importante. Alfred de Musset, en 1845, a écrit une pièce qui s'appelle « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée ». Bon. Et je vais vous donner simplement en une ligne ce qu'on peut tirer de cette signification, interprétation. L'expression est souvent interprétée... La lampe est juste là. Oui, voilà. N'hésitez pas. Est souvent interprétée comme un appel à la clarté et à la détermination. Bon. Elle suggère qu'il n'y a pas de place pour l'indécision. Or, nous sommes en plein là-dedans. Donc, pour moi, cette
il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. La France actuellement se trouve à la porte des enfers, dont la porte entrouverte est en train, avec les flammes qui sont en train de lécher. C'est une belle image. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, très bien. Voilà, c'est tout. Ouais, ouais, mais... Bon, je n'ai rien d'autre à dire sur le Cornu, ni les précédents, Bayrou et encore pire, bon, enfin, le crétin des Alpes, comme je l'appelle, je vous le disais. Ouais. Bon, voilà. Mais donc, je suis d'accord. C'est une catastrophe. Moi, j'attendais vous allez sourire, j'attendais le Cornu hier soir, non pas 45 minutes de blabla, sans but, mais une démission, en disant, avoir le courage, écoutez, ça ne peut pas marcher, ni avec moi, ni avec ce qui nous entoure actuellement, on arrête tout, et on repart avec une dissolution, etc., tout ça. Non, mais on est dans une situation... Bon, je préfère faire des novelettes. Oui, mais ça, vous avez bien raison, d'autant plus que vous êtes très talentueux dans cet exercice. Et entre les novelettes et la politique, c'est pas tout à fait le même niveau non plus, mais la politique s'impose à nous, alors que les novelettes, ça s'impose aussi, mais dans un cadre plus... ludique, on va dire, plus créatif. Oui, tout à fait. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que cette assemblée, ces ministres, on dirait ces lapins perpétuels qui regardent les phares dans un état de sidération. Et malheureusement, en faisant une triste analogie avec les pauvres enfants de Crans-Montana qui sont restés à filmer l'incendie qui les a brûlés. Oui. C'est terrible, c'est absolument terrible comme image. J'ai pas de mots. Oui, moi non plus, parce que même au même âge, je peux vous garantir. Mais si, je peux. Que je n'étais pas comme ça, c'est-à-dire que. Non, je suis d'accord. Simplement, je crois quand même que l'évolution de l'audiovisuel, etc., en général, des médias, oui, et c'est en ça, de l'image, particulier, fait que on en arrive parfois. Il me semble être le cas à Crans-Montana. On arrive parfois à vouloir jouer les journalistes d'intervention, donc apprendre ce qui se passe pour le transmettre, peut-être, je ne sais pas, mais sans réagir. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez raison. Les gens aujourd'hui, peut-être trop habitués à l'image, filment leur vie. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus acteurs de leur vie, ils filment leur propre vie. Et ça, c'est la faute des mainstream qui ont rendu les journalistes dans la même situation finalement, puisque ce qu'on appelait jusqu'à présent les journalistes, qui ne sont que des commerciaux de presse, filment leur propre vie. Ouais. Ils ont rendu leur capacité décisionnelle, ils l'ont transmise à des oligarques qui les dirigent. Eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre sa vie par procuration. Eh bien, les gens font pareil. Ils voient des commerciaux de presse qui filment leur vie au lieu de vivre leur vie, et malheureusement, eh bien, ça se transmet de cette façon-là, d'une façon dramatique, où les enfants de 14-15 ans filmaient l'incendie, alors que un incendie dans ces conditions, on part tout de suite, parce qu'il y a en plus de l'odeur, on voit bien que quelque chose ne va pas. En 10 secondes, on Je crois même qu'il y avait des portes bouclées. Ah oui, alors en plus, donc en termes de sécurité, mais il y a surtout le fait qu'ils ont eu beaucoup de temps à sortir. Je sais. Une minute dans un incendie, c'est considérable. Il faut prendre la décision en 10 secondes, 15 secondes. Oui, c'est exact. Et nous, enfin moi, c'était mon cas, confronté à un départ d'incendie, on voit si on peut faire quelque chose et après on fout le camp tout de suite. D'abord, avant tout, on voit si on peut faire quelque chose avant tout. Sauf que là, c'est à 2,20 m, c'est sur un plafond, on voit que ça s'embrase, on peut rien faire, on fout le camp. Oui, il faut revenir à la raison, à l'éducation surtout, parce qu'il n'est pas normal de se filmer de cette façon lorsqu'on est en danger de mort immédiat. Exactement. Ça veut dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe, ça veut dire que la chose la plus importante, c'est de filmer. Ou alors on est reporter de guerre, c'est pas la même chose. Même pas, je vais dire même pas, parce que vous savez, les reporters de guerre, bien souvent... ils sont embedded, comme on dit, ça veut dire ils sont protégés, embarqués par l'armée française ou l'armée locale. Oui, mais c'est pas ça. Ils ont des fixeurs. Bon, il y en a quelques-uns qui prennent des risques exagérés, mais ils ont quand même un bandeau presse. Alors, je reconnais qu'on est à une époque où aujourd'hui on tire sur la presse, mais c'est pas un soldat non plus. Je mets les reporters de guerre sur le même plan qu'un civil comme vous et moi, qui se trouve dans cette situation-là, à Crans-Montana. Ma première réaction, c'est pas de filmer,
c'est de sauver, d'essayer de... Oui, voilà, oui, très bien. c'est tout. Oui, oui, mais c'est... Ok, j'ai compris ce que vous voulez Chacun dire. son métier, quoi. Ouais. Enfin bon, il y a des métiers où même reporter de guerre, Oui. vous devez agir pour sauver une vie. Mais ça Voilà, va... Ah, c'est- très bien, voilà. Bah oui. Oui, très bien, Bah, absolument. évidemment. Absolument. On arrête de filmer et on passe à l'action. sur notre vie. Exactement. Absolument. Je suis entièrement d'accord. On fait les deux. Non, Bon, les deux, enfin, c'est- voilà. les deux c'est difficile, Oui, mais je sais. il y a un moment donné la Non, mais c'est conscience. pour vous donner ma position. Oui. Ça me paraît l'humain, toujours l'humain d'abord, mais enfin bon. Mais le reporter de guerre, il doit fournir de l'image à Oui. son patron, parce Oui. que sinon il n'a plus de travail. Et Et donc il va laisser l'action se dérouler, et la sur- filmer et foutre le camp. et surtout de l'image authentique. Oui, tout à C'est fait. ça. Mais le Bah. problème, c'est que les jeunes suivent cet exemple. C'est-à-dire que au lieu d'aller se sauver eux-mêmes, puisque là on parle de jeunes qui auraient dû se sauver eux-mêmes, je ils comprends bien. filment Je l'événement. vois, C'est là. terrible. Le Ouais. reporter de guerre, lui, a priori, il se filme pas encore en train de se faire tuer. Il a encore ce recul. Ouais, il ben, sait ce c'est qu'il un fait. professionnel. C'est un professionnel qui gagne de l'argent avec. Ouais. On est d'accord. Ah. Merci encore hein, pour ce débat plein. J'essaie j'essaie de comprendre les choses au mieux, mais bon, c'est mon avis personnel. Vous le faites avec beaucoup de talent et avec ce regard toujours vif et pétillant. Et voilà. Et ça, c'est une belle leçon parce que ça montre que Si on vous me peut. permettez d'ajouter, Ah, je vous en prie. et humaniste. Philippe Robert, merci pour cet échange passionnant et je vous dis au mois prochain pour la 12e émission. Écoutez alors, si Dieu veut, encore et encore. Mais bien sûr que Dieu le voudra encore et encore, Philippe Robert. Oui, évidemment. Mais bien sûr que Dieu le voudra.